Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je voulais remercier l'ensemble de l'équipe du campus de la Fonderie de Limoges pour avoir accepté ma candidature pour cette 11e édition des Puces Typo. Donc un grand merci à Valentine et Simon pour l'organisation et pour permettre de donner vie à des événements de ce type. Je m'appelle Clément Cazès, je suis designer graphique de formation, collectionneur d'objets graphiques et un grand amoureux de typographie. Mon travail se concentre dans l'univers de médias imprimés où j'en ai fait une spécialité. Je travaille autour des problématiques liées au support, à la matière, à l'expérience que l'on peut vivre à travers ces médias imprimés. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition des Puces Typo, je vais vous présenter un projet qui s'appelle Bad Printing. C'est un projet de recherche qui tourne autour de la pratique des presses à épreuve typographiques, avec des questionnements liés aux contraintes techniques et au processus de production en intervenant sur le média de la fiche. Juste pour résumer un petit peu le déroulé de l'intervention, je vais commencer par évoquer la genèse, les questionnements de ce projet auto-initié. Puis par la suite, on passera avec 3 exemples de travaux, et pour finir, je présenterai un projet qui est en cours de production, mais qui est pour moi un projet assez complet et qui est à mettre en avant dans le cadre des puces, dans les puces typo. Donc, Bad Printing est un projet auto-initié qui est à la base de plusieurs facteurs. Donc, le premier part de questionnements quotidiens sur mon environnement. Ces questionnements sont souvent liés à la production d'objets qui m'entourent, des questions relatives au processus de fabrication de ces objets. Comment un verre, un couteau, un stylo sont-ils conçus? Je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans ça. Ces objets sont quotidiens, ils sont là, ils nous entourent, ils font corps avec nous, ils peuvent même nous définir un petit peu, mais comment sont-ils conçus? En fait, ces objets sont tellement triviaux que l'on oublie qu'ils ont été produits, manufacturés. Peut-être par l'intervention d'une main d'humain, ou peut-être par des robots, on ne sait pas trop, mais ils sont là. Et donc, par extension, à ces réflexions liées à la production d'objets, qui me poussent bien entendu à me poser des questions sur la question d'objets graphiques. Comment un livre? Comment on fait un livre? Comment on en faisait il y a 100 ans? Comment on en fait aujourd'hui? Comment on en fera demain? Comment fait-on une affiche? Y a-t-il des différents processus? Quels sont-ils? Pour quels usages? Pour quels impacts? Y a-t-il des différentes expériences visuelles pour différents procédés? Une carte de visite, un dépliant, un packaging, un flyer, un billet de banque? C'est comment ces objets sont-ils conçus? Quels sont les process de fabrication? Quelles techniques d'impression, de façonnage, etc. Ce sont des questions personnelles qui m'animent moi au quotidien et qui m'ont poussé à avoir une réflexion sur la production d'objets graphiques qui m'entourent. M'intéresser au processus de production de ces objets-là dans le but de peut-être transgresser des processus et de faire des expériences sur ce terrain-là. Donc, parallèlement à ces réflexions liées à la production d'objets graphiques, j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à un atelier qui mettait à disposition des presses à épreuves typographiques. J'ai donc découvert ces presses à épreuves par le biais du London Centre for Book Art, qui fonctionne un petit peu comme une association, avec une partie librairie, avec des livres dans le domaine des arts et du design en général, une partie avec une grosse collection de bouquins du coup, mis à disposition pour les membres du centre et pour des workshops, et surtout une partie open access à des outils de production d'objets imprimés. Donc on y retrouve des presses pour y faire du foil blocking, on a une Blockmaster, une GT Marshall entre autres, on a 2 riseaux, on a tout un matériel de compète pour faire du façonnage manuel pour concevoir des livres, on a des grosses tables avec vraiment beaucoup de matos. Et aussi on a du coup donc 4 presses à épreuve du coup typo, donc une Vandercook SP15, la Western, la FAJ, la Stephenson Blake 25, avec du coup des caractères mobiles, donc on a de la Gilsan, de la Garamond, de la Bodoni, Perpetua, allant du coup encore 6 minimum ou 24, il me semble, ou 28 pour du métal. Et après on a une grande collection, enfin une grande collection, on a une vingtaine de, de caractères en bois du coup. Et toute une flopée bien sûr de matériel pour imprimer, des fournitures, des encres, etc. Donc les presses à épreuve du coup typographiques sont des presses qui sont mises à disposition du coup et qui sont dites un système d'impression en relief. Donc en fait pour pouvoir imprimer quelque chose il faut une matrice. Donc une matrice cela peut être des caractères en bois, en métal ou des plaques de magnésium gravées ou une plaque de lino ou même de la gravure sur bois, etc. Donc tout matériel en fait physique peut être utilisé pour imprimer tant qu'il est en relief. Donc aujourd'hui, ces presses du coup sont couramment utilisées pour des pratiques artistiques. Beaucoup de printmakers utilisent ces presses pour en faire des créations dans le domaine des arts. Donc toute impression nécessite donc la main d'humain, donc avec un savoir-faire
lié du coup à la composition qui est faite en amont, et donc il a ces notions de processus de production qui en fait qui ont rejoint mes questionnements sur mes objets quotidiens et tout objet imprimé. Donc là, on a ces deux facteurs-là qui sont en fait des réflexions liées à la production d'objets graphiques et je me retrouve face à des outils d'impression où le processus de fabrication me semble intéressant à explorer. Je me suis dit, ok, là on va essayer. Là, l'idée, c'était de faire une proposition. On n'engage pas rien ou pas grand-chose, juste on fait des propositions graphiques. On va essayer d'imaginer des expériences, expérimenter le process lui-même, s'aventurer sur le champ qui est un petit peu flou, hein, essayer de chambouler un petit peu les processus, de transformer cette pratique artistique souvent qui, je trouve, tourne un petit peu en rond. Et si on peut essayer de transgresser la machine sur des résultats un peu inattendus ou inappropriés, là, peut-être qu'on pourra avoir quelque chose d'intéressant, quoi. Donc voilà, ça ce sont les premières réflexions sur ce projet-là, qu'on appelait du coup bad printing, et surtout pour se dénouer un petit peu des puristes qui cherchent une perfection dans l'impression, où le but là n'était pas du tout le résultat, mais davantage quelque chose tourné sur le process de fabrication. Donc en soi, les résultats sont pas importants, mais c'est l'expérience du faire, quoi. Donc là, le fameux Poyen, la poétique du faire par Patrick Barrès, donc d'engager des réflexions sur le processus. C'est important du coup pour moi quand même d'avoir une réflexion sur le processus de fabrication lui-même en essayant de transgresser la machine. Donc cette série ouvre des questionnements de faisabilité, de contraintes et de moyens employés à la production et au savoir-faire liés à ces techniques d'impression. Donc cette recherche vise au final à mettre le travail manuel lié à la pratique du graphisme en avant, en mettant en contribution nos savoir-faire et nos mains pour créer des visuels. Donc à partir de là, on a voulu explorer les moyens et les possibilités des presses à épreuves typographiques en s'engageant sur le média de l'affiche. Je trouve que c'était un média facile à utiliser, en tout cas le plus accessible, facile à partager, peu coûteux en termes de papier et d'empreinte écologique par rapport à un livre. Donc c'était un petit peu une évidence pour commencer ces recherches de ce type. Donc le processus global de chaque projet se comporte en deux temps. Le premier temps est tout d'abord du coup des recherches graphiques, la conception du visuel en projetant les contraintes techniques liées à la production, voir quels sont les outils mis à disposition, qu'est-ce qu'on va explorer pour tel ou tel projet, mais également définir des contraintes. Donc chaque projet, affiche, résulte des différentes contraintes que je m'impose pour définir un terrain de jeu sur lequel j'ai envie de m'aventurer. Donc la notion de contrainte, c'est hyper important, et elle est au centre de tous les projets, car en fait elle donne un cadre à la production et par extension à la création. Donc ça va être des contraintes des fois hyper concrètes, hein, qui mettent du coup vraiment un cadre direct à la création. Par exemple, le fait de devoir travailler avec des caractères à métal nous limite en termes de choix de fonte, et il n'est pas illimité. On ne va pas non plus les déformer, malheureusement. Mais surtout, pour la taille de corps de caractère, en fait, on ne va pas avoir tous les corps disponibles pour toutes les fontes. Donc tout ça, bien sûr, c'est à prendre en compte et c'est hyper important. Et justement, c'est ça qui est, je trouve, intéressant de jouer avec ces contraintes-là. Pareil pour les contraintes économiques, j'utilise beaucoup de l'INO parce que c'est peu onéreux. Il y a quand même des contraintes notamment liées à la précision. On ne peut pas tout faire avec la lino, donc ça met direct un cadre à la création. Et donc, après avoir imaginé un visuel en suivant du coup les contraintes et les champs d'exploration choisis, la pratique devient manuelle, par l'usage du coup de la gravure, de la composition de caractères en plomb ou en bois, la composition bien entendu générale, mais aussi l'usage d'autres surfaces en relief. Ça peut être du carton découpé, de la colle séchée, des fils, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Donc chaque affiche résulte d'une pratique manuelle du graphisme où chaque forme visible a été découpée, placée, ajustée manuellement dans la composition. Ce qui rend, je trouve, le projet un petit peu plus physique et vivant. Et on va continuer la présentation du coup avec trois exemples d'affiches afin d'essayer d'expliquer plus concrètement chaque projet. Donc on va commencer avec le numéro 3. Donc là, pour cette affiche, on a voulu jouer avec les contraintes du format, donc de la FAJ Swiss Proof 40. Donc là, ça partait d'un sentiment de vouloir faire une affiche en grosse taille par rapport du coup aux contraintes de la taille de la presse. Donc de ce fait, on s'est dit qu'on allait passer la feuille pliée en deux pour pouvoir imprimer quelque chose de deux fois plus grand. Donc en fait, si on prend une feuille en deux, hop, on la plie en deux. Donc là, on print tout un recto, après on la tourne, on print tout le verso, et après on ouvre, et du coup on a une big size. Donc c'était un petit peu ça l'idée à la base.
Donc j'avais demandé un petit peu s'il y en a qui l'avaient déjà fait ou si c'était possible de le faire. On m'avait prévenu que bon, c'était peut-être pas une bonne idée, qu'il fallait mieux éviter. Bon, on l'a quand même fait, donc ça va, c'est passé. Mais juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, c'était du coup la première fois qu'on testait ça, idem pour la presse, donc les résultats on ne les sait jamais à l'avance, c'est que de la recherche. Donc c'est ça qui est en fait hyper excitant, c'est qu'on fait des essais, on se trompe beaucoup, on recommence, et ça c'est un moteur en fait d'essayer des choses. Donc l'idée générale du projet, donc c'était de composer quelque chose donc en grand format, et donc en utilisant de la lithogravure, des caractères en bois et en métal mis à disposition sur place, et aussi de tester donc, des dégradés de couleurs. Donc, en amont de la production, il fallait donc penser une affiche en deux parties bien distinctes. Du coup, on allait printer hop, le recto et le verso. Donc, il allait y avoir du coup une partie ici centrale donc avec rien imprimé du coup, parce que le lit de la presse est trop petit. Donc, avec l'idée de ces contraintes-là, du coup, moi je voulais dessiner un gros B, j'imaginais un gros B pour big quoi, et pour bad. Du coup, là, on a le cahier des charges, donc dessiner une lettre avec ce cahier des charges et donc de l'imaginer avec un espace vide, bien sûr, au centre. Et aussi pour des questions budgétaires, de composer avec des matériaux d'alino un petit peu recyclés d'anciens tirages, donc des chutes de lino qui me restaient, donc pas de grosses plaques vierges hein, où on vient sagement faire le truc, mais en récupérant du coup ces plaques-là. Donc ça fait pas mal de contraintes, mais au final c'est devenu quelque part un petit peu un moteur là en tout cas pour cette affiche, d'avoir ces contraintes-là, ces contraintes de taille, ces contraintes de blocs de lino qui nous restaient et de devoir les utiliser. Euh, donc là, idem pour la couleur, pour le dégradé. Donc là, on n'a pas pu avoir un dégradé donc, sur tout l'ensemble de la fiche, vu qu'on le printait en deux fois. Donc on a dû simuler comme si c'était, comme s'il y avait du coup du blanc, une partie intégrante de la fiche était, un dégradé était blanc. Donc en laissant du blanc à chaque fois en haut et en bas. Donc pour avoir du coup après une homogénéité dans toute la fiche. Donc voilà, ce qui est intéressant du coup dans ce projet, c'est que la contrainte prend vraiment en fait, je trouve, le dessus et devient vraiment le cahier des charges. Donc ce qui est marrant, c'est qu'une fois fini, donc là elles sont toutes à plat, mais il reste du coup quand même un rainage central et on peut du coup se demander, si on n'a pas connaissance du projet, pourquoi il y a un rainage au milieu. Et voilà. Bon, ce genre de choses un petit peu anecdotiques, mais ce sont des marques, je trouve, du processus qui se veut un petit peu comme ça, un petit peu artisanal, un peu manuel. Donc aucune affiche n'est identique, c'est pas le but. Le but là, c'est juste de proposer quelque chose, de jouer avec les contraintes et voilà, et d'essayer comme ça de transgresser un petit peu les processus, quoi. Donc maintenant, on va passer du coup à un second poster que j'ai réalisé juste après celui-ci. Donc là, les réflexions de base partaient plutôt sur le champ de la couleur. Donc sur les presses, on a la chance du coup d'utiliser de l'encre offset, donc avec un fort pouvoir visuel, avec un fort impact visuel. Donc on a des fluos et de l'encre argentée. Donc là, j'ai voulu expérimenter donc une petite combinaison de couleurs que je trouve intéressant, comme l'orange fluo et l'argenté. Donc en partant de ça, on s'est dit qu'il fallait aussi un papier adéquat à ce discours sur la couleur. Donc on a choisi le Claro Gloss en 90 grammes pardon, distribué par Antalis. Donc il y a un papier extrêmement brillant avec un fort pouvoir d'éclat de couleur. Donc c'est assez important sur un projet comme ça d'avoir de la brillance et d'avoir un éclat de couleur. Et aussi du coup d'avoir une réflexion sur le papier qui amène aussi derrière un petit peu de matérialité à l'objet. Donc premier passage en presse, donc ça a été l'aplat d'orange fluo. Donc ici contrainte technique obligée d'utiliser donc deux plexiglas. Donc en matrice là on utilise du plexi là, pour avoir quelque chose d'assez lisse. Mais j'en avais pas à disposition des grosses plaques. Du coup on a dû en prendre deux petites. Donc ce qu'il nous a fait, c'est qu'en fait au milieu des deux plaques, on a une grosse ligne blanche. Donc au final, après on a dû tout composer avec ça pour essayer de la cacher. Je suis venu avec des blocs que j'avais recyclés du précédent tirage, qu'on se retrouve du coup à composer avec des blocs de lino en forme géométrique pour masquer cette ligne et pour avoir une composition intéressante. Ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que le fait que cela montre bien que la création d'une affiche est complètement modifiée par rapport aux contraintes techniques et matérielles.
Par la suite du poster, j'avais aussi envie de me positionner en tant que compositeur de caractères. Donc j'avais envie de m'aventurer sur le terrain un petit peu glissant, mais que j'avais envie d'essayer. Euh, En fait, j'avais repéré des motifs en plomb, du coup, au studio. Il existe toutes sortes de motifs, ça peut être des bordures, ça peut être des lignes, des motifs géométriques, etc. Et là, j'avais retrouvé donc il y avait des ronds, des motifs ronds en 12 points. Donc je me dis que ça pouvait être intéressant de dessiner un caractère à partir de ça, un petit peu à la matière du caractère Beretta. Donc là, j'ai commencé à faire beaucoup de tests, donc c'était hyper long, minutieux et très 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 long, pour essayer d'avoir quelque chose d'homogène et après pour pouvoir changer aussi les formes derrière. Donc le plus compliqué en fait c'était de travailler sur les arrondis comme le B par exemple, le C, le D. En fait on peut pas gérer les arrondis comme on veut, on peut pas gérer les placements, ça marche comme une sorte de grille. Donc là il faut savoir que le rond du coup, le motif était en 12 points, ce qui équivaut à un espace 12 points à un M quad, l'équivalent d'un espace M quad. Donc si on veut diviser le M quad, on a du N quad, donc ça divisé par 2, ou après on a des mid. Donc 4 mid, ça fait 1 M, et du coup 2 N, ça fait 1 M. Donc en fait ça c'est pour gérer les espaces quand on compose en fait quand on compose des caractères des caractères en plomb. Donc là, ça c'était hyper compliqué derrière. Pour, pareil, pour faire des diagonales aussi. Donc là, il fallait gérer. Soit on mettait des N et du coup, on avait une petite coupe. Soit on mettait des mines et là, on avait vraiment une grosse courbe. Bon, vraiment, ça dépendait de ce qu'on recherchait, etc. Mais l'idée, c'était quand même de faire un caractère assez lisible, simple. Pas trop de coquinerie, quoi. Juste, il y a des petits jeux un petit peu dans le P, le R, le G, quoi. Mais après, sinon, relativement, on a voulu quand même faire quelque chose d'assez simple et lisible. Donc ça a été donc les premières recherches sur ça. Mais du coup, ouais, comme on l'a dit, ça sera développé un peu plus tard en intégrant du coup notre système de composition qui va faciliter la tâche et du coup, je pense qui sera un petit peu plus facile pour la création, en tout cas pour s'amuser un petit peu sur les lettres, quoi. Parce que là, c'était quand même hyper compliqué, quoi. Dès qu'on veut changer un angle ou quoi, on est obligé de tout changer à chaque fois, donc c'était assez long, quand même. Euh, donc une fois ça fini, on a fait des tests, donc après ça on l'a mis du coup en machine pour ensuite imprimer donc la dernière couche. Voilà pour cette affiche. Alors, pour le prochain projet, l'idée globale était partie d'une phrase que j'avais lue donc, de Rejan Dalbello dans son livre Citizen First, Designer Second. Donc la phrase c'est Digital is for porn, print is for sex. Donc c'est une phrase qui résume assez bien, je trouve, ces deux médiums de façon ludique. Et je me suis dit que d'imprimer cette phrase avec ces outils-là, avec les moyens qu'on emploie pour les bad printing, ça allait avoir encore plus de sens. Donc par ailleurs, on s'est dit pourquoi pas essayer de toucher des gens, essayer de faire rire, surprendre, parce que personnellement, moi, cette phrase, elle m'avait vraiment marqué. Donc on s'est dit qu'on allait essayer d'investir la rue, donc composer si possible une affiche donc en grand format avec des moyens économiques toujours un petit peu restreints, mais pour essayer de toucher des gens dans la rue. Donc concrètement, en utilisant de la lino, des caractères qu'on a sur place, et de composer du coup une affiche en 50-70 pour pouvoir afficher dans la rue. Donc les contraintes sont posées, donc qui dit gros format dit on passe la feuille en deux, donc derrière imaginez pareil tout un système donc de feuilles divisées en deux, donc c'est pour ça que la fiche est divisée en deux parties, juste en noir et blanc, pour aussi éviter d'avoir trop de run à faire, sachant on en a imprimé une centaine là, donc c'était un petit peu long sur des grands formats comme ça bouffe quand même de l'encre, donc voilà, si on pouvait éviter d'en faire trop, quoi, c'était pas mal. Donc pareil, la feuille pliée, donc là on se retrouve avec du coup une affiche en noir et blanc, donc pour avoir un impact assez puissant dans la rue, un visuel qui fait référence
un petit peu anecdotique, mais à un écran en haut, et après une sorte de stickers pour le print, quoi, pour l'ambivalence entre le print et le digital. Euh, donc là, travail sur la lino, puis composition de caractères en bois. Et là, souvent, ce qu'on se retrouve à faire quand j'utilise des caractères en bois, c'est qu'il n'y a pas forcément des fois toutes les lettres, ou là par exemple, là je pouvais pas avoir de D en capital, ni de P en capital. Du coup là, ce qu'on fait, c'est que je les fais en lino, et après je viens les coller là sur des petits blocs de MDF là qu'on essaie de couper au même format que les cases du coup, que les caractères en bois. Donc ça rajoute aussi des petits trucs comme ça, des petits charmes dans le processus de fabrication, quoi. Donc là, une fois la centaine de feuilles donc passées en machine, donc là je suis allé les couler dans la rue du coup de Londres. Donc là c'était assez marrant de voir le contraste entre le temps passé à machine, à penser à tout ça, au process, etc. Et du coup, là maintenant on veut dire les coller directement dans la rue à côté des affiches qui sont imprimées en je ne sais combien d'exemplaires. Donc ça, c'était quand même assez marrant, quoi. Ouais, c'était surtout hyper kiffant, en fait, de le voir en big, en big format comme ça, des walls remplis en plein centre, ça c'était quand même cool. Donc voilà, donc c'est surtout aussi pour dire que ouais, c'est possible avec peu de moyens au final. Là, on a quand même pu derrière investir la rue et tout, et peut-être toucher des gens, hein, je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, c'était vraiment kiffant à faire, quoi. C'était assez drôle. Le dernier projet que j'aimerais développer ici, donc c'est un projet qui est actuellement en cours, donc de production. Donc on n'aura pas de résultat final, on y travaille là actuellement. Donc pour ce projet, c'est une collaboration qu'on a pensé avec un illustrateur toulousain, donc Louis Rodriguez. On s'est dit qu'on allait essayer de combiner un petit peu deux univers graphiques qui sont un peu opposés et d'essayer de collaborer donc sur un espace commun, donc sur un poster commun. On est parti du film des Monty Python Sacré Graal pour essayer d'illustrer donc ce film une collaboration. Donc pour sa partie, Louis a voulu travailler donc le chevalier sans tête, donc en linogravure en lino, donc qui me l'a envoyé du coup derrière. Et de mon côté, j'ai géré du coup la partie typo, composition et impression de l'affiche. Mais là, pour celle-là, on s'est dit qu'on allait pousser un petit peu le vice, quoi. On voulait être un petit peu coquin sur un peu tous les aspects. Donc, aller vraiment au bout de la démarche technique, en essayant de se challenger un petit peu sur plusieurs points, en rajoutant la notion de matérialité à l'affiche, ce qui, jusqu'à présent, était une notion qu'on avait mis un petit peu de côté. Donc, l'idée, ça a été de se challenger un petit peu sur les méthodes de production, donc essayer un gaufrage, et après de les passer du coup en Profile Press sur du coup le support de la fiche. Donc mixer deux différentes presses, deux techniques, ce qui engage du coup des réflexions de faisabilité du coup en amont pour les calages, etc., pour les formats. Donc dans un premier temps, c'était une phase de test. Donc on est passé d'une vision conceptuelle à quelque chose de plus concret. Donc ça s'est fait donc par une petite phase de prototypage. Donc les machines qui sont à disposition au centre ne sont pas forcément prévues pour ce type d'impression. Donc j'avais demandé un petit peu en amont si on pouvait faire des gaufrages sur ces bécanes. On m'a dit que ça allait être un petit peu compliqué. Bref, ça allait pas jouer d'avance. Mais franchement, on avait trop envie d'essayer. Donc on a commandé des échantillons juste avec une lettre pour voir si c'était possible. Donc l'idée à la base c'était donc de créer une sorte de composition de lettres enchevêtrées. Donc avec un passage dessus, dessous, donc avec le gaufrage qui prend le dessus comme ça sur la lettre qui sont en dessous. Donc en fait d'avoir un process assez complexe car il faut derrière un calage parfait. Donc deux machines différentes, donc les deux calages derrière, faut pas que ça bouge du tout parce que sinon, s'il y a le moindre, s'il y a un micron qui bouge, c'est foutu, ça marche pas, quoi. Donc là, j'avais dessiné un petit caractère, un petit peu, juste un titre, quoi. Donc on a gravé par la suite sur du magnésium pour avoir la partie sans letterpress. Et donc l'idée, c'était ensuite de le combiner avec une typo, donc la Blocus de Martin Desindes, distribuée par Velveteen. Donc qui crée du coup un enchevêtrement ici de typos, donc visuel et physique. Donc
Ici, on a fait des premiers tests, donc on a commencé par un gaufrage, donc juste le M. Donc j'avais imaginé au début la lettre en filaire, donc ça pouvait être pas mal, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Les lignes étaient trop fines quoi, et pas assez profondes du coup dans la plaque. Donc ça, on a oublié. Donc un second test derrière, un gaufrage classique. Et là, grosse surprise, ça a fonctionné direct. Donc déjà hyper content de voir que les machines du coup à la base qui sont conçues pour du foil fonctionnent du coup aussi pour le gaufrage, même si ça paraissait hyper logique, mais derrière il l'avait pas fait, on pouvait pas trop en être certain quoi. Et donc ça a bien marché. Donc là, grosse phase de test, plusieurs tests de grammage de papier, plusieurs papiers différents. Voilà, en changeant la chauffe aussi, la pression, voilà, pour voir un petit peu pour ajuster. Et derrière, on est venu caler du coup la partie rouge du coup en letterpress donc sur les presses à épreuve. Donc là, c'était un peu compliqué au calage, enfin un peu, ouais, c'était un peu vénère, compliqué. Mais au final, ça a marché, donc hyper content, c'est bien passé. Donc on est passé après en prod on a fait des vraies plaques du coup pour l'ensemble et là pareil quoi, ça a marché donc hyper content. Donc ça c'était un peu la première partie, donc ça c'est la partie titrage donc de la collaboration. Ce qui donne une autre dimension un petit peu à l'affiche avec une notion de matérialité qu'on n'avait pas avant sur les affiches précédentes. Donc qui rend le projet un petit peu stimulant quoi, et un peu plus complexe dans l'expérience visuelle, je trouve. Parallèlement du coup à ce travail sur le titre de l'affiche, on avait pensé à utiliser une fonte qui s'appelle la Old English, euh, qui est seulement en fait disponible au centre en 18 points, et nous on en avait besoin en 10 points ou en 12, c'est vraiment pour mettre des petites informations sur l'affiche. Du coup, pas disponible. Et donc, je travaille aussi avec une Type Foundry sur Land qui s'appelle Taniwa Type Foundry. Donc il y a une partie où donc, du coup on fait fondre des caractères en métal et une partie du coup où il imprime des recueils de poèmes via une maison d'édition. Donc c'est Matt, du coup c'est un vrai passionné. Il bosse du coup avec une monotype, une linotype, et il a aussi une belle Edelberg à cylindre et une belle connexion de vieille presse. On en parle avec Matt et malheureusement il pouvait caster une Old English mais seulement sur la linotype et donc pas pouvoir en faire donc juste pouvoir en faire des lignes. Et moi dans la composition on avait pensé en fait à jouer un petit peu et à faire des courbes avec les caractères. Du coup, c'était pas possible, mais donc c'était pas possible avec la linotype, et on peut pas en fait mettre les matrices de linotype sur la monotype. Donc il revient vers moi quelques temps plus tard pour me dire qu'il avait trouvé une matrice, encore 11, d'une fonte, là, une German Type Fracture, qui pourrait peut-être m'intéresser quoi. Mais il l'avait jamais casté en fait, donc elle n'était pas encore rentrée dans le système informatique. Donc la première étape, ça a été de rentrer la position en fait de toutes les lettres sur la matrice dans le système informatique pour après pouvoir faire correspondre du coup via le système informatique pour pouvoir caster du coup la monotype. Là, c'était hyper long. Normalement, il y a des livres en fait où du coup euh, il y a déjà les matrices qui sont dessinées avec les correspondances pour mettre directement sur le système informatique. Mais là, impossible de mettre la main dessus, donc on a dû le faire manuellement. Donc c'était assez compliqué. Donc là, les caractères donc, sont en négatif. Et donc ça a été hyper compliqué, sachant qu'elle est elle est un peu étrange, cette police de caractères. Et donc de trouver les formes, de les faire correspondre aux lettres en fait pour bien les caster. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Et donc là, c'est pour ça qu'on voit juste à côté là, dans l'image, là on est en train après de rectifier, donc le F et le T, on les avait mélangés, etc. Donc ça, une fois fini, où derrière on est venu après ajuster donc tout- tout- tous les caractères. Donc là, c'est pas encore printé, donc là juste quelques images ici de la typo comme ça en bloc. Voilà, donc ça c'est un projet donc, qui est en cours, qui est en cours de production actuellement.
tout cas, j'espère pouvoir encore continuer ces recherches-là. Du coup, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Mais c'est toujours un petit peu lent, hein, de tout mettre en place, sachant que tout est auto-initié, tout est auto-financier, donc c'est un petit peu long. Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. C'est juste des propositions. On essaie seulement de s'aventurer là sur un chemin qui est un petit peu flou là, pour être honnête. Mais, euh, mais voilà, on espère continuer. Bon, voilà, on va clore du coup ça. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup au campus de la Fonderie de l'Image pour permettre ce genre d'événement. À Valentine et Simon pour l'organisation. Et voilà, j'espère avoir pas été trop barbant et compréhensible. Voilà. Merci beaucoup. Bye.